Bien, bienvenue à cette deuxième activité du CRIFPE de l'UQTR pour l'année 2020-2021. Merci d'être présent. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Christian Dumais, je suis responsable du CRIFPE à l'UQTR. Alors, on peut peut-être commencer, Marie-Claude, par toi. Oui, enchantée, très contente d'être là. Je suis membre du CRIFPE. Je suis prof au département des sciences d'éducation à l'UQTR en didactique des sciences humaines et je fais aussi de la formation pratique. Puis je suis directrice d'un laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Très contente d'être là. Merci. Merci. Johanna. Bonjour à tous. Je suis responsable du groupe de recherche transdisciplinaire des troubles du comportement alimentaire qui mise depuis plusieurs années sur le développement numérique. Vous allez voir que ça teinte une partie du développement qu'on a mis en place. Et puis, bien sûr, je suis professeure en sciences de l'éducation à l'UQTR. Au plaisir. Merci. Mathieu. Et bonjour à tous. Professeur aussi au département des sciences de l'éducation. Moi, je n'ai pas de laboratoire, mais je fais partie de quelques labos. Mais c'est pas pour ça que ça m'intéresse pas non plus les beaux laboratoires de mes deux collègues. Moi, je suis spécialiste au préscolaire, puis très intéressé par la culture depuis quelques années et toutes comment amener ça, notamment auprès des plus petits. Donc, c'est pour ça que je me suis joint au groupe de recherche qu'on a actuellement. Merci. Et Catherine, qui co-organise avec moi l'activité aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, Catherine Mercure, je suis la représentante étudiante du CRIFPE à l'UQTR. Donc, si vous avez reçu des courriels de ma part, voilà, qui met un visage donc sur le nom. Merci beaucoup, Christian. Si vous voulez, je vais partager mon écran pour qu'on puisse faire la mise en place de cette présentation. On est très heureux de venir vous présenter le travail qu'on a démarré depuis quelques mois, puis le faire aussi avec des collègues de l'université, des collègues du département. C'est vraiment précieux de vous voir. Aussi, au ministère de l'Éducation, c'est vraiment un plaisir aussi de savoir que vous êtes avec nous, les étudiants aussi. Donc, vraiment, merci pour votre intérêt. Donc, si je présente, je pars le partage d'écran. Vous devriez voir ce qui est là. Donc, notre projet a été renommé. Il est passé de passeur culturel à médiateur culturel. Alors, tout le monde sait un petit peu pourquoi. On va en reparler un peu plus tard dans la présentation. Donc, être médiateur culturel à l'UQTR, apprendre à apprécier et à intégrer des ressources culturelles à l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire. Projet qui se déroule sur 3 ans, pour lequel je vous ai mis le lien pour le site Internet qui est en construction, enfin en évolution, au fur et à mesure que le projet avance. Donc, vous l'avez dans le chat du Zoom. Donc, une recherche collaborative qu'on fait avec Johanna, avec Mathieu, là, qui se sont présentés, avec un professeur aussi du département de Math Info, qui s'appelle Fadel Touré. Donc, on est 4 co-chercheurs et avec des assistants de recherche qui sont au nombre de 3. Pour l'instant, on est toujours à la recherche d'un autre assistant de recherche dans sciences de l'éducation. Je passe le message. On a ici des étudiants à la maîtrise en sciences d'éducation, donc on cherche à compléter l'équipe. Et je dirais, avec la chanceuse d'avoir la participation aujourd'hui d'Emmanuel qui vient de se présenter à l'instant, Emmanuel Soucy, professeur en didactique de l'écriture en particulier, donc qui intervient dans formation au BPEP et qui agit aussi comme co-formatrice dans ce projet-là. Donc, Emmanuel va intervenir à un moment donné dans la présentation, puis on la remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et tout ça, c'est financé par le ministère de la Culture, des Communications, c'est-à-dire que ce ministère qui tient le répertoire de ressources culture éducation voit un grand intérêt à ce qu'on puisse s'en servir dans les universités, dans la perspective d'apprendre aux futurs enseignants à s'en servir lorsqu'ils seront en classe. Donc, le ministère de la Culture et des Communications nous a subventionné à hauteur de 150 000 pour 3 ans et la Fondation de l'UQTR aussi a ajouté un financement donc de 15 000 pour 3 ans. Alors, vous avez un peu les données de base du projet et pour la présentation d'aujourd'hui, notre idée, c'est de vous brosser à grands traits le contexte, aborder comme tel la recherche, la collaboration des formateurs, le répertoire de ressources culturelles mobilisées qu'on est en train de constituer,
un bref aperçu des données collectées auprès des étudiants. Puis je dirais que dans le point 4 et 5, Emmanuel va être invité à intervenir avec nous pour montrer un peu comment ça se passe en classe de didactique de l'écriture, l'avenue d'une écrivaine en classe. Alors, et puis les témoignages récoltés auprès des étudiants et on aimerait bien ouvrir sur vos propres expériences, soit en formation à l'intégration de ressources culturelles ou alors en apprentissage du métier, la formation dans la profession enseignante, ce que vous avez pu vivre et évidemment ouvrir sur toutes sortes de commentaires que vous pourriez avoir. Alors, ça convient comme plan de match. Je vais aller brosser le contexte à grands traits. Donc, qu'est-ce qui nous amène à faire ça? Ce qui nous amène à nous préoccuper de ça, c'est à la fois la nouvelle politique culturelle du Québec, qui est depuis 2018 Partout la culture, qui a un objectif qui est d'amplifier la relation entre la culture et l'éducation. Donc, avec une volonté notamment de faire en sorte que dans plusieurs milieux éducatifs, notamment les universités, que l'on puisse accroître les expériences culturelles qui sont proposées. Et il y a bien entendu ce nouveau référentiel de compétences qui nous est arrivé en novembre, où notre compétence 1 a été renommée, donc agir en tant que médiateur ou médiatrice d'éléments de culture, ça tombe en plein dans le projet, où il y a carrément une mention qu'on veut faire en sorte que l'enseignant puisse collaborer avec la communauté, les organismes culturels, connaître les ressources et les programmes qui soutiennent l'enseignante ou l'enseignant dans son rôle de médiateur ou médiatrice. Alors, vous allez voir que c'est exactement ça qu'on vise à faire dans cette recherche-ci. Et vous connaissez peut-être les mesures sur les sorties scolaires gratuites en milieu culturel. Donc, il y en a 2 par année dans tout le réseau scolaire. Soit qu'on est dans les écoles privées ou publiques, elles portent un numéro différent. Donc, faire en sorte que les enseignants puissent se saisir de ces occasions-là qui leur sont procurées et faire en sorte que les enseignants puissent se saisir de ces ressources que l'on retrouve dans le répertoire culture-éducation. C'est un peu les éléments de contexte qui nous amènent à proposer la recherche. Et puis, si on regarde du côté des travaux qui ont été menés, en particulier dans ce réseau CRIFPE, des chercheurs que vous connaissez probablement à l'Université Laval, donc Éric Falardeau puis Denis Simard ont vraiment fait des travaux de nature théorique et aussi empirique, rappelant l'importance de développer le rapport à la culture chez les futurs enseignants afin d'éveiller leur intérêt à intégrer les ressources culturelles à la vie de la classe. Mais on a constaté au fil des ans quand même des difficultés à opérationnaliser ce concept-là de passeur culturel. Donc, multiples conceptions de la culture et de son intégration dans les situations d'enseignement. Donc, notre collègue Liliane Portelance, aussi membre du CRIFPE à l'EQTR, qui a travaillé sur cette question-là. Il y a Anne Nadeau qui vient de faire un doctorat sur la question du passeur culturel au primaire, qui dit qu'il y a des problèmes de compréhension chez les enseignants qu'elle a interrogés, alors que ces derniers participent précisément à des activités culturelles avec leur classe du primaire. Donc, pour dire que c'est pas clair et qu'il y a en fait, finalement, Martin Lépine nous dit à l'Université de Sherbrooke, peu d'acteurs de l'éducation, qu'on pense enseignants ou formateurs d'enseignants, s'en préoccupent réellement. Alors, c'est quelque chose qui nous est arrivé dans nos référentiels de compétences sur lesquels les chercheurs ont travaillé, mais finalement, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'est dit, oui, on sait très bien qu'il y a cette question de l'approche culturelle de l'enseignement. Vous en parliez, Raymond, tout à l'heure, avec un sujet qui me préoccupe beaucoup. Et nous, on a décidé d'attaquer ça un peu de biais, d'une autre façon. Approche culturelle de l'enseignement ayant été quelque chose sur lequel plusieurs chercheurs ont écrit, des professionnels aussi. Alors, on se dit, bon, si on pose les termes de ce qui nous intéresse, on se donne d'abord une première définition de la culture, en appui avec cette distinction que nous faisait le MEC là, déjà avec le premier référentiel, disant la culture, sachant qu'il y a 1 milliard de définitions, mais si on reprend cette idée d'une culture première qui renvoie à la dimension anthropologique, donc l'ensemble des façons de penser, de vivre, etc., et la culture seconde qui renvoie à l'ensemble des œuvres produites par l'humanité,
bien, cette double entrée sur la culture va nous permettre d'ouvrir sur une pluralité de ressources possibles que l'école pourrait vouloir mobiliser pour enrichir et donner un sens accru aux activités d'apprentissage qui sont proposées. Alors, nos sources d'inspiration pour le projet qu'on va vous présenter dans les grandes lignes, elles viennent, je dirais, de deux sources. D'abord, il y a ce projet Passeurs culturels à l'Université de Sherbrooke, mis en place par le professeur Martin Lépine, du côté de la didactique du français aussi. Et c'est un projet qui a été financé aussi par le ministère de la Culture et des Communications, mais dans une perspective où on vise à accroître, dans une perspective d'éducation, on va dire, informelle, les apprentissages ou les expériences culturelles que les étudiants vont faire, principalement en dehors des cours, en utilisant la salle de spectacle de l'Université de Sherbrooke pour faire en sorte qu'il y ait une fréquentation accrue par les futurs enseignants. Nous, on s'est dit, oui, ça c'est intéressant, mais ça nous intéresse davantage d'inclure les ressources et les expertises culturelles du milieu dans le cadre d'activités pédagogiques et avec le laboratoire de recherche que je co-dirige avec Hervé Guay. On a conçu un projet de politique sur les arts et la citoyenneté culturelle qu'on a soumis à la direction de l'université avant la pandémie. Alors là, on attend que ça puisse cheminer dans les instances pour être ensuite proposé à la communauté universitaire. Mais voilà un peu nos idées à la base là, qui nous amènent à proposer cette recherche-développement pour laquelle il y a quelques objectifs, enfin deux grands objectifs. Donc, un grand premier objectif, c'est d'enrichir culturellement la formation dispensée pour le préscolaire, le primaire, par le recours à des ressources culturelles ciblées, donc visite de lieux, on va dire des ressources physiques, l'accueil de professionnels artistes ou écrivains, donc des ressources professionnelles, et des contenus culturels numériques qui peuvent être produits par des différentes institutions culturelles, Musée des Beaux-Arts, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, etc. Et donc, cet sous-objectif, non seulement recourir, mais montrer à initier les étudiants à l'utiliser en classe. Puis, sur le plan des connaissances scientifiques qu'on veut développer, c'est des connaissances relatives à la formation initiale au rôle de passeur culturel. Là, on s'excuse, c'est au rôle de médiateur culturel. Plus précisément, leur sentiment de préparation à l'intégration de ressources culturelles, à l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire. Voilà, merci. Alors, on va continuer avec les phases de la recherche. Je pense que Mathieu, je te passe la parole. Ben oui. On a développé cette recherche-développement avec les phases classiques, un peu d'une recherche-développement. Mais ce qu'on voulait, en fait, c'est dans un premier temps, avoir un peu un portrait des pratiques actuelles à l'UQTR, au BPEP, de la part de nos coformateurs sur c'est quoi qu'ils mettent en place dans le cadre de leurs cours en termes de ressources culturelles, d'exploitation de ressources culturelles. Et on voulait aussi voir un petit peu les besoins de nos coformateurs en lien avec l'exploitation de ces ressources-là. Ce qu'on souhaite aussi, c'est d'élaborer donc ce portrait-là et un répertoire de ressources culturelles qui sont mobilisées dans les cours du BPEP à l'UQTR pour ensuite pouvoir coélaborer avec les coformateurs. Donc, on va parler de la collaboration après. Ce dispositif-là de mise en place de ressources culturelles au sein des cours du BPEP. Donc, comme l'a dit Marie-Claude, ils peuvent être de différents types de ressources culturelles, donc physiques, professionnelles ou numériques, pour éventuellement favoriser, en fait, dans le cadre de ces cours-là, dans lesquels les ressources sont mobilisées, une meilleure connaissance de l'ensemble des ressources qui sont mises en place et des approches pédagogiques, en fait, qui permettent l'exploitation de ces ressources-là après ça dans les classes d'éducation préscolaire et du primaire. Et nos intentions au niveau des données de recherche, c'est d'identifier aussi l'impact de ces actions et sur le sentiment de préparation des étudiants à intégrer ces ressources-là, en fait, dans le cadre de leur future classe du primaire ou du préscolaire, mais aussi d'identifier les contraintes puis les facilitateurs de la mise en place de ressources culturelles et dans le cadre des cours universitaires et éventuellement dans le cadre de leur future profession enseignante. Et ce qu'on veut voir aussi, c'est est-ce qu'il y a des différents profils
qui se dégagent de nos futurs enseignants en lien avec les cours et les ressources mobilisées dans le cadre de ces cours-là. Bien sûr, à la fin, mais c'est de diffuser tout ça. Puis, on a plein de beaux projets de diffusion qui s'en viennent avec ce qu'on va développer dans le cadre de cette recherche. Merci Mathieu. Johanna, peut-être tu veux enchaîner sur la collecte des données auprès des étudiants? Ici, on a visé de faire un protocole de recherche ou méthodologie qui se voulait inclusive. Donc, on a libellé la recherche sous forme de recherche-développement collaborative, mais il faut imaginer qu'elle regroupe à la fois la recherche-action, la recherche écologique. Et donc, elle a forcément un protocole qui va nous permettre à la fois de capturer les données de façon longitudinale au travers de l'ensemble du recherche, ce qu'on appelait la méthodologie macroscopique. On va pouvoir extraire aussi des données méso, c'est-à-dire intermédiaires, pour essayer justement de comprendre l'évolution des profils et l'établissement peut-être de modulation du profil à travers l'expérience d'enseignement. Et puis, une visée dans un plan microscopique dans lequel, à chaque fois que les étudiants, on va l'appeler sur le plan méthodologique, les participants vont être dans une collecte des ressources culturelles, on veut notamment évaluer leurs sentiments à l'égard de cette collecte culturelle. Et donc là, ça va nous permettre non seulement d'établir des portraits, des profils comme Mathieu l'a dit, mais également de saisir l'évolution de ce sentiment au travers de l'expérience de l'enseignement. Donc là, on va vraiment aller chercher deux entités, une entité écologique dans le milieu de pratique réelle de l'enseignant et instantanée au moment où il va recevoir la collecte des données. Donc là, on a fait un choix, comme vous le voyez, d'être très inclusif et de pouvoir avoir une mesure qui est à la fois macro, méso et microscopique du projet. Merci, Johanna. Donc, peut-être que tu vas enchaîner avec l'originalité du projet qui s'appuie sur votre expertise au Loricor, d'avoir développé une première application pour aller collecter des données auprès de participants à une recherche. Alors ici, en fait, même si ce sont trois professeurs issus de la même discipline qui sont le secteur des sciences de l'éducation, en fait, Mathieu, Marie-Claude et moi-même, on a tous des expertises très complémentaires. Et on a décidé, en fait, de rendre tangibles ces expertises en les catalysant par les développements numériques. On le sait, puis la Covid nous a amené peut-être soit à subir, soit à prendre la crise comme une opportunité. Et il s'avère que dans une des expertises qui est issue du groupe de recherche Loricor, on a essayé de mutualiser ces expertises au sein d'un intervenant. Donc, au Loricor, c'est l'intervenant. Dans ce projet, c'est le e-compagnon culturel. Donc, essayer de pénétrer, parce que c'est toute la beauté de l'espace numérique, c'est de pouvoir pénétrer le milieu, on appelle ça le milieu écologique sur le plan scientifique, on appelle ça aussi le milieu de vie des individus, qu'ils soient dans leur milieu de travail ou tout simplement dans leur milieu de vie personnel. Et donc, on a proposé le développement d'une application native et d'une web application qui a, vous le voyez, deux objets, je dirais, très clairs. Le premier, devenir un répertoire de ressources, donc un outil pour les personnes qui sont au quotidien dans leur pratique éducative, dans leur enjeu de formation en milieu d'enseignement. Et deuxièmement, de pouvoir collecter des données en temps réel qui seront utilisées de façon différée par les chercheurs. Donc ici, c'est ce que vous voyez ici par répondre à un questionnaire par le sentiment de préparation. Donc ici, dans la notion de répertoire, on a quatre enjeux. Premièrement, sélectionner des favoris. Est-ce que tu peux descendre à la diapositive suivante, Marie-Claude? Oui, tout à fait. Donc, sélectionner des favoris. Alors, vous nous excusez, on est en train de faire la modification. Vous voyez marqué projet du patient culturel, mais bien évidemment, ça a été projet du médiateur culturel. Donc, le premier niveau, là, il faut vous imaginer qu'on vous montre le backstage, en bon français, de l'architecture de l'application native ou de la web application. Dans le premier niveau, ça va être le menu d'accueil. La personne va donc avoir sur son interface la possibilité de s'identifier. Une fois qu'elle s'identifie, elle rentre dans le deuxième niveau. Donc là, c'est là qu'elle va avoir accès à un
toute une sélection ou une entrée de données de répertoire culturel. Donc, les ressources, on ne va pas rentrer dans le détail parce que justement, on est en train justement d'affiner le type de ressources, la nature, les éléments de fréquence. Mais ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on peut tout à fait sélectionner plusieurs sous-niveaux de ressources culturelles. Ce qui va nous permettre, dans le 3e niveau, de pouvoir avoir son profil et dans son profil, d'avoir plusieurs entrées de sélection. On va pouvoir sélectionner les ressources qu'on a collectées en termes de cours, en termes de temps, de période, de session, ce qui veut dire que c'est une application mobile qui se veut très flexible dans son choix et qui va coller de façon intuitive avec la pratique des personnes qui vont, de l'usager tout simplement, qui va être soit en formation, soit en utilisation dans le terrain. Tu peux passer à la 3e diapositive. Donc, ça va être la partie de l'outil. Donc, ça, c'est véritablement l'outil tangible qui pourra ressortir et qui va, c'est la volonté de Mathieu et de Marie-Claude et moi-même de le rendre le plus accessible possible à la communauté de l'éducation. Puis, vous avez vu, là, le 2e objectif. Donc, dans le 2e objectif, là, la personne va pouvoir sélectionner son sentiment à l'égard de la préparation et de l'intégration des ressources culturelles dans sa pratique d'enseignant. Donc là, cette fois-ci, même chose. On rentre par un premier niveau qui est une interface où on va sélectionner son identité. Et là, de façon totalement sécurisée, parce qu'on a calqué la même sécurité qu'on l'utilise actuellement dans le programme Loricorps qui s'adresse à des patients en santé mentale. Donc, on va collecter les informations et on va pouvoir, dans les favoris, voir l'évolution du sentiment de préparation à l'égard de l'intégration des ressources culturelles. Et donc, la personne va pouvoir soit utiliser une partie des données, soit pouvoir permettre aux chercheurs, comme on le disait tout à l'heure, d'identifier des profils ou en tout cas des évolutions à l'image de la compétence 1, c'est-à-dire de vivre et de mesurer la façon de collecter et d'intégrer la ressource culturelle dans son vécu et dans son expérience, parce que là, on va vraiment savoir être capable de capturer les éléments expérientiels de l'individu dans sa pratique d'enseignement. Donc, 2 aspects qui sont des aspects novateurs, même si beaucoup d'applications mobiles le font actuellement, je vous dirais, souvent, on n'a pas cette dernière partie de mesure. On fait l'outil pour l'outil, mais par contre, on ne peut pas y associer les données probantes qui vont permettre d'améliorer la structure de l'outil et de, quelque part, profiler le type d'usager qui utilise cet outil. Voilà. Merci, Johanna. Donc, on pourra en reparler lors de la discussion, mais simplement, on a fait des pré-tests auprès de cette architecture-là, auprès des étudiants du BPEP, de quelques étudiants du BPEP, pour voir qu'il y a un intérêt de consulter l'application sur téléphone, mais aussi sur site web, de façon à ce que ça puisse devenir un outil de travail qui permet de sélectionner des ressources, les partager, voir les commentaires des uns et des autres, etc. Et certains nous ont dit, ben, ça a un intérêt pour quand on rentre en profession, c'est-à-dire en classe par la suite, quand on sera inséré professionnellement, d'avoir cette espèce d'idée de mémoire culturelle ou de compagnon culturel qui t'aide à retracer les intentions de formation qu'avaient tes différents formateurs au BPEP en lien avec les différentes ressources. Mais qu'est-ce qu'on faisait déjà avec tel artiste, tel écrivain, tel lieu, en lien avec quel domaine de formation, alors, etc. Donc, maintenant, je pense que je vais passer la parole à Mathieu pour aborder tout ça, parce qu'on a bien beau avoir quelques idées, encore faut-il pouvoir les partager, leur donner un sens. Exact. Puis, cette application-là, ben, elle ne se remplit pas toute seule. Et donc, on a la chance, en fait, au département des sciences de l'éducation et à l'UQTR, d'avoir des collègues qui forment aussi au BPEP. Et on a lancé l'appel à savoir s'il y en a qui seraient intéressés, qui étaient intéressés, en fait, à participer à cette recherche-développement-là. Et on a eu une réponse quand même assez intéressante de la part de nos collègues. On a environ une vingtaine de coformateurs, coformatrices qui ont répondu à l'appel pour essayer de mettre en place des ressources culturelles dans le cadre de leurs cours. Puis ils viennent de différents champs. En fait, on a des formateurs en éducation préscolaire, en pédagogie de projet, en fondement, en didactique, en identité professionnelle, en relations école, famille, communauté. Puis j'en oublie.
Mais donc, on a un portrait assez large de formateurs qui vont pouvoir intégrer des ressources culturelles dans leur cours de formation initiale pour développer cette compétence chez nos futurs enseignants. Puis l'objectif qu'on a fixé avec nos coformateurs, c'est qu'ils puissent mobiliser en fait des ressources culturelles et proposer ces expériences culturelles-là diversifiées aux étudiants, afin d'arriver à mieux comprendre d'où ils partaient, nos formateurs. On les a questionnés sur leurs préoccupations et sur leurs pratiques actuelles. Et là, on vous a mis quelques exemples de préoccupations, mais qui sont intéressantes pour voir un petit peu ça va être quoi les challenges pour mettre en place des ressources culturelles dans le cadre des cours et en fonction des champs en fait, d'intérêt de chaque formateur. Donc, par exemple, à l'éducation préscolaire, ce qui est ressorti, entre autres, c'est que les étudiants considèrent que les enfants d'âge préscolaire, le jeune âge constitue un frein en fait, quant à leur fréquentation culturelle et quant à leur construction de leur identité culturelle. Ils ne voient pas tout de suite comment on peut développer l'identité culturelle chez les enfants d'âge préscolaire. Donc, il y a tout un challenge pour mettre en place des ressources, puis montrer qu'on est capable de le faire dès le plus jeune âge. Au niveau de la pédagogie de projet, les étudiants, ce que les coformateurs ont mentionné, notamment dans leur perception, c'est que les étudiants n'ont généralement pas envie de s'ouvrir à d'autres sortes de cultures que celles qu'ils consomment naturellement. Et donc, c'est de trouver le moyen de les amener à s'intéresser à toutes sortes de ressources culturelles. Et l'autre préoccupation qu'ils avaient, c'est que le cours est bâti en fait en pédagogie de projet en tant que tel. Donc, ils voyaient un peu une difficulté à intégrer des ressources culturelles sans que ça vienne de l'intérêt des étudiants dans leur propre projet. Et donc, ils voyaient un petit peu le fait de forcer une thématique culturelle dans le cadre de leur cours qui n'était pas évidente. Au niveau de l'identité professionnelle, ils ont nommé notamment qu'il y avait peu d'occasions d'être passeur culturel et qu'il n'y avait pas beaucoup de rendez-vous de ressources culturelles qui étaient mises en place et par les étudiants et par les formateurs dans le cadre de ces cours-là. En sciences et technologies, c'est drôle parce que c'est là où on a vu un petit peu cette notion de passeur culturel. Donc, on était encore sur la notion de passeur culturel quand on a fait le questionnaire auprès des coformateurs. Puis tout de suite, c'est ressorti comme quoi c'était pas cohérent. Et ils nous ont tout de suite parlé de la notion de médiateur culturel et qui fait le lien avec les nouvelles compétences et la nouvelle définition de cette compétence 1. Et donc, on était content de voir cette réflexion-là aussi chez les coformateurs d'entrée de jeu. Puis, il y avait les aspects épistémologiques de la didactique des sciences et technologies qui étaient très discutés à travers le rôle de passeur culturel. Mais on s'est quand même rendu compte que plusieurs des coformateurs avaient déjà des activités qui utilisaient les ressources culturelles. Donc, on partait quand même avec une certaine base. Puis, ce qu'on leur demande maintenant, donc Marie-Claude, si tu veux descendre d'une diapo, on a des intentions. Puis, on a des objectifs qu'on a voulu fixer avec les coformateurs. Puis, le premier objectif, c'est de définir en fait des intentions de formation professionnelle qui sont doubles. Et c'est là où c'est un peu délicat. C'est parce qu'on souhaite faire connaître et apprécier des ressources culturelles auprès de nos étudiants, auprès de nos futurs enseignants en fait, mais aussi de leur faire apprendre à la mobiliser en lien avec une intention d'apprentissage, soit préscolaire, soit primaire, et de l'intégrer à une situation d'apprentissage. Donc, la double intention, c'est de la faire vivre, cette ressource culturelle-là, mais de les former à l'exploiter plus tard en classe. Et donc, c'est parce qu'on se rendait compte que des fois, on fait vivre une intention, une ressource, mais on ne sait pas comment la mobiliser par la suite. Donc là, on voulait avoir les deux portraits en fait, dans le développement de cette recherche-là. Ce qu'on leur demande aussi, c'est de partager ces intentions de formation-là. Et c'est là où on va pouvoir l'utiliser. On leur a proposé des canevas en fait, de planification de la mobilisation des ressources culturelles dans le cadre de leurs cours pour qu'on puisse utiliser ces intentions d'apprentissage-là, de formation, dans le cadre de l'application pour que le répertoire se crée au fur et à mesure et que les étudiants se rappellent des intentions derrière l'utilisation de la ressource mobilisée. Et donc, c'est de contribuer au répertoire des ressources mobilisées au fur et à mesure qu'ils en utilisent dans le cadre de leurs cours. Et l'autre mandat qu'on a donné à nos coformateurs, c'est de nous indiquer à nous, en tant que chercheurs, quand est-ce qu'on peut en fait déclencher une collecte de données à l'aide de l'application mobile auprès des étudiants, en fonction de avant le fait d'avoir une ressource culturelle mobilisée dans le cadre du cours,
et juste après pour voir justement la variation dans le sentiment de mise en place des ressources culturelles de la part de nos étudiants. Merci Mathieu. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, ce répertoire évolutif des ressources culturelles qui sont mobilisées au BPEP, on n'a pas la connaissance sur l'entièreté de ce que font tous nos collègues au BPEP, mais on commence à avoir par les outils qu'on a mis en place auprès de nos co-formateurs une meilleure idée de ce qui se fait. Alors, pour les bénéfices de la discussion, je vais vous donner quelques exemples et Emmanuel est avec nous et j'inviterai éventuellement Emmanuel à ouvrir ta caméra si tu ne l'es pas déjà ouverte. Je m'excuse, je parle comme un vieux prof qui enseigne sur Zoom avec des caméras fermées à 9 personnes sur 10. Je suis sûre qu'Emmanuel a sa caméra ouverte. Simplement pour dire que je vais vous montrer quelques exemples. Alors, donc, le répertoire, vous allez pouvoir le trouver sur le site dont je vous ai partagé l'adresse. Donc, uqta.ca/médiateur culturel. Et vous allez voir la page répertoire et vous allez trouver une idée. Alors, simplement pour aujourd'hui, vous donner quelques repères, des ressources physiques, alors différents musées de la région de Mauricie-Bois-Franc. Sur le plan professionnel, différents artistes ou groupes d'artistes qui ont été invités. Sur le plan numérique, des plateformes utilisées, celles du Musée des Beaux-Arts. Et sur le plan des autres types de ressources qui nous ont été proposées, alors l'œuvre théâtrale J'aime Hydro, des œuvres littéraires ou des lieux visitables par Google Expédition. Alors, comment que ça se met en place, tout ça? Par exemple, là, je vais prendre des exemples tirés de ma propre pratique à moi. Là. Donc, en didactique des sciences humaines, bien, on propose l'exploitation du patrimoine urbain de Trois-Rivières et de Drummondville. Alors, c'est Pierre-Luc Filion et moi, donc tous les deux, lui chargé de cours et moi, à la formation didactique. Aussi, l'exploration à distance à cause de la pandémie de l'offre, donc par vidéo de l'offre du musée Boréalis. Utilisation des ressources à distance de Pointe-à-Calière, alors en direct de l'histoire qui nous propose une activité aux élèves offerte sur Zoom. La venue d'un musicien Denis Massé, alias Henri Godon, qui développe des projets dans les écoles pour faire revivre des éléments d'histoire de la communauté en allant chercher aussi les contributions des personnes âgées dans la communauté qui fait venir à l'école ou qui met en contact avec des enfants pour faire revivre l'histoire de différentes petites municipalités. Alors, Denis Massé, un musicien à la base et un conteur et un travailleur social. Et là, Emmanuel, je crois que ta caméra est ouverte et tu pourrais nous parler comment ça s'est passé dans ton cours didactique de l'écriture avec André Poulain et on aurait un aperçu des données collectées par la suite dans ton cours. Emmanuel, je t'invite à prendre la parole. Merci. Alors, moi, j'ai décidé, en participant à ce projet-là, d'inviter André Poulain, qui était mon premier choix, et ça fonctionnait avec mon premier choix, donc j'étais bien heureuse. J'aimais André Poulain parce que oui, c'est une auteure jeunesse, mais aussi elle s'intéresse beaucoup à l'actualité. Et quand elle fait des présentations dans les écoles, ce que je savais, c'est qu'elle parlait beaucoup de son processus d'auteur. Elle ne fait pas que présenter ses livres, mais vraiment d'où elle va chercher ses idées et tout ça. Donc, je trouvais que c'était intéressant de présenter ça aux étudiantes. Donc, bon, j'ai pris contact et tout ça. Et quand elle est venue, elle a séparé un petit peu sa présentation en 3 parties. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé extrêmement riche pour nos étudiants. Elle a parlé tout d'abord justement de son rôle d'auteur, comment elle générait ses idées, sur quoi elle s'appuyait. Elle a fait valoir aux étudiants l'importance de réviser quand on écrit et c'est quelque chose que je ne cesse de dire dans mon cours d'écriture, donc j'étais vraiment contente que ça vienne de quelqu'un d'autre. Fait que pour les étudiants, ça leur permettait de faire des liens. Et à mon plus grand bonheur, elle a pris un moment aussi pour discuter avec les étudiants de comment se préparer à la venue d'une ressource culturelle dans sa classe et elle a axé ce bout de présentation-là sur ce que ça pouvait faire lorsque on n'était pas préparé ou l'attitude que l'enseignante avait, comment ça pouvait interférer ou bonifier, dans le fond, la venue d'une ressource culturelle. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de super intéressant parce que, pour avoir enseigné longtemps, je sais parfois on fait venir des ressources culturelles puis on
on est heureux qu'ils prennent en charge notre groupe pour pouvoir peut-être avancer sur autre chose. Et je voulais que les étudiants prennent vraiment conscience qu'une ressource culturelle, c'est pas juste une animation quelconque dans la classe, mais qu'il faut faire vivre ça avant, pendant pour interagir et aussi après pour continuer de mousser la venue de l'auteur, par exemple. Donc, elle a vraiment abordé justement comment se préparer et tout ça. Fait que c'était vraiment super intéressant. Et évidemment, elle a fini la présentation en nous présentant plusieurs œuvres jeunesse qu'elle faisait. Merci, Emmanuel. Tu restes avec nous. On Oui. continue sur un aperçu des données collectées, puis peut-être aussi pour la discussion. Tu auras le temps, Emmanuel? Oui. OK, super. Un aperçu de d'autres ressources mobilisées dans le cours de fondement des sciences humaines avec Estrade, un centre de valorisation du patrimoine vivant. Donc, c'est un défi sur Zoom, mais un défi rencontré par Catherine Poulain dans un cours de fondement donc, des sciences humaines au BPEP donné à la première année. Et des contenus culturels numériques, ça vaut peut-être la peine de signaler cet aspect-là. Beaucoup d'institutions culturelles développent des expériences numériques qui sont à faire en toute indépendance par rapport à la visite d'un lieu. Et donc, il y a comme une espèce de prolifération de contenus d'intérêt pour les classes. Cependant, ce sont un peu comme des offres culturelles à la recherche de leur public scolaire, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toujours accompagnées d'intentions didactiques. Et là, par contre, elles peuvent l'être aussi, c'est le cas de la plateforme Éducare, mais elles nécessitent un temps d'appropriation pour être vraiment mises à profit en classe. Alors, dans les cours de didactique en sciences humaines, par exemple, étant donné qu'il y a une vocation interdisciplinaire ou même multidisciplinaire d'utilisation de la collection du Musée des beaux-arts de Montréal dans différentes donc, disciplines, on a passé un moment à s'approprier cette plateforme. Alors, ça fait partie des ressources culturelles. Ça n'est pas dans ce que, au départ, gère le répertoire de ressources culturelles du ministère de la Culture et des Communications. Par contre, bien entendu, quand on se place dans la perspective de la classe avec qu'est-ce que le milieu culturel nous offre, c'est quelque chose d'intérêt à considérer. Alors, d'autres exemples de contenu culturel numérique, Télé-Québec produit des clips très intéressants pour l'apprentissage des arts, en particulier au primaire. L'art dans ma classe du Musée national des beaux-arts, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Musée pop de Trois-Rivières avec des très belles choses aussi. Alors, c'est pour dire que ça fait partie de notre cible aussi d'intérêt. On va regarder maintenant, pour terminer la présentation, un bref aperçu de données collectées auprès des étudiants. Vous dire un peu dans quelle perspective on travaille que vous avez annoncé, Johanna. On s'intéresse donc à ce sentiment de préparation à intégrer des ressources culturelles à l'enseignement. Dans les écrits scientifiques, on n'a pas trouvé grand-chose là-dessus. En fait, à peu près pas, sinon que le sentiment de préparation, il y a quelques travaux qui s'y rattachent, mais en lien avec l'exercice général de la profession enseignante. Alors, nous, on y va de façon encore plus particulière, où on va s'intéresser à la... je m'excuse, il y a une erreur dans l'acronyme, là, les ressources culturelles, c'est bien RC, non pas TC. Donc, on s'intéresse à la fois à la connaissance de ressources, l'importance pressentie à les intégrer, à l'intérêt aussi à les intégrer et à la capacité de planifier donc des situations d'apprentissage. Donc ça, ce sont les 4 entrées, c'est comme ça qu'on détaille ça dans la recherche et on a fait une collecte de données à titre caractère préliminaire, on va dire, pour voir comment si nos outils sont appropriés pour collecter des données dans une perspective où on n'a pas l'application encore, mais on peut aller sur SurveyMonkey et déjà, les étudiants peuvent aller là pour aller répondre à une série de questions. Alors, vraiment simplement pour vous donner une idée, puis là, ça fait déjà 35 minutes qu'on parle, et Christian, j'aimerais que tu me dises, s'il te plaît, combien encore de minutes tu nous accordes dans le but de garder du temps à la discussion? En fait, vous êtes libre du temps, mais habituellement, on donne 45 minutes de présentation, puis on se garde 30 minutes de discussion. D'accord. Et là, moi, ça m'indique 35 minutes. Est-ce que c'est toi aussi à peu près ce temps-là où je peux raccourcir, là? Je ne veux pas noyer le poisson, là. Disons
si tu veux terminer en une dizaine de minutes maximum pour pouvoir Oh, échanger par la suite, ça pourrait être bien. tout à fait. Donc, 4 questions qui sont sur lesquelles les étudiants ont à se positionner sur un curseur sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le maximum. Alors, présentement, j'ai une bonne connaissance de ressources intégrées à mon futur enseignement. Cette question-là, donc, le questionnaire a été passé dans les deux classes d'Emmanuel qui étaient avec nous, en lien avec la venue d'André Poulain, donc avant sa venue, quelques jours avant, et après sa venue, quelques jours après. Alors, quelques jours avant, la moyenne étant que les étudiants se positionnaient environ à 5 sur 10. Donc, j'ai une bonne connaissance de ressources intégrées à 5 sur 10 environ. Et après sa venue, on était rendu à environ 8 sur 10. Donc, on voit une majoration, donc une évolution positive de ce critère-là, connaissance de ressources. Maintenant, le questionnaire est fait permet de collecter une donnée quantitative comme celle qui vous est présentée dans les tableaux, mais aussi qualitative parce qu'on a, un peu comme le fait le Loricor, on a repris la façon de faire du Loricor dans les questionnaires intégrés dans l'approche, dans l'application intervenant de poche. L'étudiant est amené à expliquer les raisons pour lesquelles il se positionne ainsi. Alors, pour vous donner un aperçu des raisons sur lesquelles il nous reste à faire une analyse de contenu, je ne lirai pas l'entièreté de ce que ce sont 3 exemples parmi presque 90 questionnaires recueillis. Simplement, ça nous dit qu'on est quand même sur la bonne voie. Nous avons de plus en plus de cours à cette session-ci qui nous montrent des ressources culturelles. Et on a la chance d'avoir des auteurs malgré la session en ligne. Alors, il y en a qui nous disent « Bonne connaissance de ressources culturelles, j'aimerais en apprendre davantage pour me faire un répertoire. » Alors, on dit « Oh mon Dieu, ça tombe exactement dans ce qu'on vise à faire, nous, un répertoire, et que ça puisse les suivre lorsqu'ils seront en classe. » Il y en a même des étudiantes qui nous avaient dit « Bien, cette application-là, plusieurs universités devraient l'avoir. Pourquoi pas juste l'UQTR? Pourquoi juste l'UQTR? » Enfin bref. Une autre a dit, bien, je suis perplexe face à la compétence 1, mais j'en ressors avec des ressources culturelles. Alors, voilà, la rencontre avec l'auteur, elle semblait vraiment très intéressante. Comment vit un auteur et les enfants auront à apprendre, etc. Deuxième question. Alors, présentement, il m'apparaît important d'intégrer des ressources culturelles dans les activités proposées au préscolaire. Alors, une légère variation avant-après. On était à un petit peu plus que 8 sur 10 avant la venue d'André et après la venue d'André, un peu plus que 9 sur 10. Alors, une légère majoration. L'importance, donc, était peut-être quelque chose qui était assez acquis. Ces étudiants-là au BPEP en deuxième année, il faut dire qu'ils avaient eu mes cours et les cours de Pierre-Luc et de d'autres collègues à l'automne. Donc, on est sur une cohorte de deuxième année qui a déjà été sensibilisée à ça aux premières sessions. Mais un aperçu des raisons. Alors, pourquoi il paraît important? Ben, parce qu'elles sont d'une grande richesse, permettent de diversité d'investissement et d'activités d'approfondissement. Ça les aide à se construire une identité, source de culture et source de motivation. Donc, on pourrait dire que sur le plan des stratégies d'enseignement, ça permet une variation, puis sur ce que ça apporte à l'élève, ça permet des acquis importants, selon eux. Si on a une analyse de contenu à faire sur l'entièreté des réponses. Présentement, je suis intéressée à intégrer des ressources culturelles. On va dire encore, bien, l'intérêt était déjà assez haut dans ta classe, Emmanuel. On voit qu'avant qu'André vienne, peut-être parce que dont tu leur as parlé, peut-être parce que d'autres enseignants ont fait, d'autres formateurs, on était déjà à 8,5 à peu près, et là, on est peut-être à 9,5 après. Mais il faut dire que c'est encore une évolution, dans mon sens, une majoration de l'intérêt. Et l'intérêt, pourquoi? Bien, d'une part, à la fois des bénéfices pour l'élève et pour l'enseignant. C'est intéressant pour les élèves, mais c'est aussi intéressant pour l'enseignant. Fait que ce pôle-là, ces deux polarités-là se constatent dans les données. Et la toute dernière question. Présentement, je me sens capable de planifier des situations d'apprentissage tirant profit des ressources culturelles.
Là, c'est peut-être la majoration parmi les plus grandes qu'on va trouver. On passe de 6 sur 10 à presque 8. Cependant, le graphique de SurveyMonkey est difficile à comprendre parce qu'il nous propose une visualisation en escalier. Alors, on est très près de nos données. Actuellement, on va prendre un peu de recul par rapport à ça pour en faire une analyse critique et livrer des résultats. Mais on sent qu'il y a une majoration. Et à quoi ça tient? De se sentir capable de planifier des situations. Ben, d'abord, multitude de thèmes. La multidisciplinarité, les projets qui permettent d'augmenter, les projets vécus en classe à l'université permettent d'augmenter le sentiment de compétence, mais il manque de la pratique. Alors, on est en deuxième année de BPEP, on s'en va vers le stage 2, un mois qui se vit actuellement. Et on nous dit, ben, j'ai reçu de nombreux conseils, mais il me manque encore quelques outils pour me perfectionner. Par contre, je sens que je me suis améliorée. Donc, ça donne un peu un aspect. Nous, ce que ça nous dit, c'est que notre approche méthodologique, elle nous donne une bonne prise sur le type de questions, le type de réponses qu'on récolte, la façon d'administrer les choses. On sent que c'est quelque chose sur lequel on peut construire pour la recherche. Je pense que c'est une avenue là, qui apparaît féconde. Et puis, Emmanuel, toi, tu nous as amené des bilans de session, enfin un bilan de session. Peut-être tu prendrais quelques mots, puis on va se poser ensuite dans 2 minutes à la toute fin de la rencontre pour les questions. Oui, Emmanuel. Parfait. Bien, dans le fond, la façon dont j'ai fonctionné, parce que c'est important pour moi que ça ne soit pas plaqué. Tu sais, ce que je voulais que les enseignants comprennent, les futurs enseignants, c'est qu'on ne fait pas venir une ressource culturelle pour occuper du temps. Il faut que ça soit bien organisé avec des intentions, mais je voulais, moi, être un modèle aussi de ça. Donc, j'ai amené les étudiants comme première tâche, avant même la venue d'André Poulain, à lire la compétence 1 puis essayer de la comprendre. Puis, il y avait une tâche d'analyse réflexive à faire par rapport à ça. Et ensuite de ça, je leur ai demandé tout de suite après la venue d'André Poulain de dire, OK, bien, cette venue-là, comment ça t'amène à modifier ton regard sur ton rôle de médiateur? Donc, ça, il y a eu de l'analyse, puis on n'était pas encore dans le bilan de fin de session. Et après ça, j'ai proposé comme, dans le fond, le travail final aux étudiants, c'était de planifier une situation en écriture parce que c'était mon cours d'écriture, mais ils devaient intégrer au moment où ils le souhaitaient la venue d'André Poulain. Pas la venue de n'importe quelle ressource, mais bien celle d'André Poulain, parce que je voulais qu'il soit en mesure de faire des liens avec ce qu'il avait entendu de sa présentation et comment ça peut vraiment s'inscrire dans une planification en classe. Et je pense que ça a été vécu quand ils ont répondu au questionnaire. Ils n'avaient pas encore commencé à planifier, c'était vraiment le travail final. Et je pense que ce travail-là les a vraiment amenés à voir concrètement comment c'est possible de le faire, parce que là, ils devaient vraiment réfléchir à tous les liens, comment vraiment ficeler la venue à travers des intentions pédagogiques en écriture. Puis, ben, c'est ce que la dernière tâche, dans le fond, c'était un bilan de fin de session qui ne concernait pas André Poulain en soi, mais qui demandait, la première question était, je demandais aux étudiants, nommez-moi les 3 éléments marquants de votre session. Et là, il y a vraiment une étudiante qui a dit, ben, pour moi, ça a vraiment été la venue d'André Poulain. Ben, évidemment, parce que ça l'a motivée, elle, mais ça lui a aussi, là, je ne le lirai pas au complet, Marie-Claude, mais ça lui a fait réaliser, dans le fond, à quel point elle avait un rôle important à jouer. Puis autant elle pouvait comprendre la compétence 1 de manière théorique, le fait de travailler à une planification, d'avoir la venue concrète d'une ressource culturelle, ça lui a fait prendre conscience de son rôle à jouer par rapport aux élèves et comment ça pouvait être bénéfique pour les élèves. Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être lire les petits points bleus que tu avais soulignés ou… Ah oui, peut-être simplement dire que ben, l'élément marquant, comme tu le dis, c'est la venue d'André Poulain et les questions qu'elle se posait, comment je dois m'y prendre pour l'intégrer à ma pratique, quelles sont les ressources, les moyens disponibles. C'est le cours d'écriture qui m'a permis de clarifier ça. Donc, je pense qu'Emmanuel, tu peux être contente. Oui. Au moins, Quand… étudiant. Non, ben, ça, quand je t'ai envoyé le bilan, Marie-Claude, je n'avais pas reçu tous mes bilans encore, mais je dois dire que c'est ressorti au moins comme élément marquant pour probablement plus d'un quart des étudiants, là, la venue d'André Poulain. Fait que ça a vraiment été quelque chose de marquant pour eux.
Alors, elle disait que j'ai appris comment intégrer à mon enseignement de manière concrète des ressources disponibles par la planification. Puis, je devrais terminer là-dessus, puis on va se prendre 10 secondes pour arriver à notre conclusion, mais je me sens outillée, passionnée, je comprends toute l'importance de mon rôle de médiateur qui est parfois sous-estimé. Alors, je trouvais que c'était très parlant, puis nous, en termes d'équipe de recherche, ça nous fait dire, Emmanuel, qu'il y aurait peut-être aussi une source de données intéressante dans ces bilans de fin de session avec ce type de questions que tu poses. Donc, c'est intéressant dans ce type de recherche pour nous quand on dit une recherche collaborative, là, c'est là que ça prend absolument tout son sens. On se nourrit des questions des uns et des autres à partir d'une structure un peu qu'on a placée. Donc, je pense qu'on arrive à la toute fin. On pourrait ouvrir sur vos propres expériences dans la formation à ou la pratique de l'enseignement. Si vous avez des commentaires, et je vais mettre à l'écran déjà là l'adresse, si vous vouliez rentrer en contact avec nous, qui nous fera grand plaisir, notre nouvelle adresse toute neuve de ce matin, médiateur@uqta.ca. J'aimerais remercier les collègues, vraiment, Johanna, merci infiniment. Mathieu, on travaille tout ça épaule à épaule. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir former cette équipe. Merci Emmanuel d'être vraiment très au cœur de toutes ces questions-là. Puis tous les collègues qui sont là aujourd'hui, les étudiants, ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces questions-là. N'hésitez pas. Christian, je te renvoie la parole pour l'animation. Oui, parfait. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main dans le clavardage. Je vois déjà que Aimée Godette-Leblanc a la main levée. C'est toujours des questions. Dans le fond, j'essaie de savoir, parce que vous avez parlé de situer la culture en lien avec, de faire des liens avec les situations d'apprentissage principalement, c'est revenu quelques fois dans la présentation. Est-ce que comme formateur, on doit aussi tout simplement sensibiliser les enseignants que la culture est aussi une source de bien-être, puis qu'on peut tout simplement s'émerveiller puis apprécier la culture plutôt que de l'insérer dans des planifications. Ouais. Oui, OK. Oui, le prendre pour ce qu'elles appellent le premier bénéfice là, sur le plan affectif, imaginaire, ce qu'elle permet. Oui, on n'a pas pensé, sauf que ce qui est intéressant peut-être de mentionner, Aimée, c'est que on a un petit canevas pédagogique auquel on travaille, qu'on ne vous a pas montré, mais où on essaie d'expliciter les idées qu'on a. Puis dans les idées qu'on a, c'est que au-delà des apprentissages que les élèves des classes présco et primaires peuvent faire, les apprentissages auxquels on est très aux aguets là, parce qu'on a des programmes, des compétences, des savoirs essentiels, etc. Il y a des bénéfices de l'ordre affectif et imaginaire qui sont très importants à prendre en compte. Et quand on est en didactique, on va plus ou moins s'y intéresser à ces aspects-là parce qu'on va chercher, mais est-ce que exactement on a atteint l'objectif pour parler en termes en programme? Est-ce que l'élève a acquis le savoir? Bon. Mais ces aspects-là, affectifs et imaginaires, qui nourrissent le développement global de l'enfant, sont fort importants. Puis on a voulu les formaliser dans un texte qu'on a soumis pour parution dans un ouvrage sur les pratiques inspirantes en formation à l'enseignement. On pourrait vous le partager, ce petit canevas-là, si ça vous intéresse, Aimée. Mais je pense que Mathieu aimerait réagir. Mathieu? Et oui, parce que je trouve la question vraiment importante. Moi, je pense que ça peut se matérialiser dans une intention aussi, pas forcément d'apprentissage, mais dans une intention, dans la situation de développement ou d'apprentissage qu'on met en place. Puis je vais te donner un exemple, Aimé. Moi, je l'ai mis en place ça, dans le cadre d'un petit projet qu'on avait fait avec un collègue, justement, à Trois-Rivières, où on souhaitait que les écoles soient des mini-galeries en fait d'art, où la première étape, c'était l'accueil d'une œuvre, pas d'un artiste, mais d'une œuvre dans la classe, puis de laisser vivre l'œuvre au sein de la classe pour voir un petit peu les réactions des enfants, puis pour une fois qu'ils se sont habitués à la présence de l'œuvre,
discuter avec eux sur ce que ça les fait ressentir, sur ce que les émotions qui sont dégagées. Est-ce que ça ils n'ont pas aimé, ils trouvent ça moche, etc. Tu sais, donc, ça permet aussi, donc, dans toutes les étapes d'un projet de ressources culturelles, il peut y avoir, puis il faut, je pense, susciter aussi ces questionnements-là chez les élèves. Donc, moi, je pense que c'est pas incompatible du tout, au contraire. Pour terminer mon point, en fait, c'est que moi, j'ai une grande préoccupation à la dérive qu'on voit actuellement d'utiliser les arts pour, par exemple, soutenir le développement de l'intelligence. On a vu, en lien avec la musique, qu'il y a eu un grand courant où on disait qu'écouter de la musique rendait intelligent. Ben, je vous dis, c'est faux. Il faut être prudent. Puis pour avoir collaboré à l'élaboration d'une application qui s'adresse aux enfants de 4 à 6 ans, j'ai souvent eu très, très peur. L'application s'appelle Mazam, c'est pour faire découvrir la musique classique. L'intention était de faire découvrir la musique classique aux enfants et à leur famille. Et le résultat, c'est qu'en fait, on indique sur la page web du produit que ça soutient le développement cognitif, langagier, plein d'autres. X, Y, Z, ça vient pas de nous, hein, mais c'est la dérive actuelle. Donc, je partage cette préoccupation avec vous aujourd'hui. Aimé, on serait très preneur de références peut-être là-dessus parce que quand on vient à expliquer un peu ce qu'on fait, c'est intéressant de pouvoir positionner aussi par rapport à d'autres travaux. Puis, on se reparle ou je vous écris, on s'écrit. Oui, merci. Merci. Oui, Mais ça fait écho à tout un vent actuel de la prévention du développement socio-affectif des élèves qui ont maintenant pour objectif de plus en plus de s'adresser aux enseignants et pas directement de s'adresser aux élèves. Et ce que tu mets en exergue, ça a déjà été constaté dans plusieurs phénomènes du développement socio-affectif, que ce soit en éducation à la santé ou que ce soit du pur développement affectif, en disant que maintenant, que ce soit les applications, que ce soit les programmes de prévention, et c'est vraiment la philosophie, la posture qu'on a choisie avec Mathieu et Marie-Claude, c'est de faire l'application pour les enseignants, de faire l'application pour les futurs enseignants. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La cible, étant donné qu'elle est décalée à l'ensemble de l'équipe et non pas des élèves, premièrement, ça diminue les problèmes d'effets aversifs ou non bénéfiques, comme tu viens de le dire, parce qu'au mieux des cas, on n'a pas d'effet, au pire des cas, on ingère un effet négatif. Et deuxièmement, ça permet de créer ce qu'on appelle maintenant l'éducation à la santé autonome et participative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus quelqu'un qui est à l'extérieur de l'école qui est le garant du développement affectif des élèves. C'est remis dans la main des enseignants et de l'équipe de l'école par, au départ, cette équipe éventuellement interdisciplinaire qui travaille sur l'éducation à la santé, pour qu'après, elle puisse s'enlever de l'école, se décoder de l'école et laisser l'autonomie du développement socio-affectif dans l'école. Donc, ce que tu mets en exergue, c'est tout à fait ça. Maintenant, le problème, c'est que je pense que c'est le choix qu'on fait aussi avec Marie-Claude et Mathieu. On ne fait pas de la e-éducation à la santé, c'est comme ça qu'on nomme le RICOR, ou du développement numérique, juste comme ça parce que c'est à la mode et que ça fait sympa et qu'en ce moment, avec la Covid, il y en a partout. Là, maintenant, l'idée, c'est de savoir, est-ce que le développement numérique, au-delà de sa posture de précaution qui cible davantage les futurs enseignants que les élèves, est-ce qu'elle a un effet positif? Et si c'est oui, quel type d'effet elle a? Donc, c'est vraiment actuellement, il y a un souffle, je dirais, dans la littérature, mais également dans le milieu pratique ou dans le milieu communautaire, qui tente à montrer que maintenant, tout ce qui est de l'ordre du développement socio-affectif, on doit y aller avec beaucoup de précaution quand on s'adresse directement aux élèves sans que ça passe par des professionnels de la pédagogie qui sont les enseignants, pour que ce soit toujours garant, autonome et suffisant pour l'école. Donc, c'est le petit point que je voulais dire parce qu'on vient de sortir 2 publications là-dessus, justement sur précaution, vigilance et numérique en développement santé mentale. Ça nous prend un midi CRIFPE pour en apprendre sur ce qu'on fait les uns et les autres. Il y aurait une question de la part de Catherine, puis ensuite j'aurai une question puisque je ne peux pas lever ma main dans le clavardage. D'accord. Catherine. Oui, bien, merci. Merci pour la présentation. Je trouve ça vraiment intéressant pour plein d'aspects, en fait, qui viennent rejoindre de près ou de loin des préoccupations. Entre autres, sur la question, qu'est-ce que la culture, qu'est-ce qu'une œuvre produite donc par les
par les humains, bref. Parce que dans mon cas, donc, j'ai l'intention, du moins pour l'instant, de travailler donc la lecture multimodale par le jeu vidéo. Puis, tout ce qui touche notamment la culture de masse, donc à l'heure actuelle, n'est pas fortement apprécié donc en milieu scolaire, là, ou du moins n'est pas reconnu pour ses qualités autres, bref. Puis dans le fond, je fais face à certaines résistances, mais même là, je parle même pas directement dans les milieux, mais disons en amont du côté académique. Donc, chaque fois qu'il est question de présenter le projet, il y a des résistances par rapport à mais il n'y a rien à tirer de cette chose ou de cet objet. Pourquoi tel objet? Puis là, il y a toujours comme une nouvelle justification à toujours que j'en mette 10 fois plus que si j'avais dit je vais m'intéresser au roman. Ah là, tout le monde, OK, parfait, on est là. Donc, je trouve ça super intéressant. En plus, la recherche-développement collaborative, moi, j'ai l'intention de faire de l'ingénierie didactique collaborative, donc quelque chose d'un peu similaire, là, donc d'élaborer un dispositif, mais en collaboration avec les enseignants, donc pour vraiment trouver l'accord entre ce qui est souhaité par la recherche puis ce qui est réalisable en classe, cet équilibre un peu difficile à atteindre parfois entre les deux mondes. Fait qu'il y a plein de choses qui résonnent par rapport à ça, mais c'est sûr que c'est beaucoup les questions qu'est-ce que la culture, qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce qui délimite tout ça là, qui m'intéresse particulièrement parce que c'est sûr que je suis preneuse d'arguments là, pour expliquer ce qu'est la grande culture et qu'est-ce qui en fait partie. Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise culture? Bref, voilà. Mais merci encore. Merci pour ton intervention. Dans le projet, on accueille une définition très large. On fait simplement la distinction culture première, culture seconde. Culture première, à dimension plus anthropologique, culture seconde, donc les œuvres de l'humanité. Et à ce titre, tout en est, là. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas bien le système de valeurs que tu rajoutes à chacune des productions de l'humanité, comme le sont les jeux vidéo? Là, il y a une grille de valeurs qui est appliquée par les intervenants, mais en soi, les jeux vidéo sont le produit culturel numéro 1 le plus en circulation sur la planète. Donc, juste parce que c'est en circulation, c'est l'industrie culturelle la plus florissante de la planète. Alors, il y a de quoi s'y intéresser, bien évidemment, mais c'est un peu un autre sujet, mais on n'a pas cet aspect de jugement, si tu veux. Ce qui est important, c'est ce que le formateur, dans une recherche collaborative, va trouver intéressant. Forcément, nous, dans l'équipe, on fait circuler des recommandations avec cette adresse de courriel en partage unique. Donc, avant, c'était passeur@qtr.ca, maintenant c'est médiateur@qtr.ca. On fait circuler des suggestions, des recommandations, mais on n'est pas du tout dans une posture où on va se prononcer sur le bien fondé ou pas d'utiliser telle ou telle ressource. C'est vraiment dans l'œil du formateur d'identifier ce qui lui apparaît important. Ça répond à ta question. Puis pour ce qui est d'ingénierie éducative, j'aimerais bien savoir un peu les auteurs que tu vas aller utiliser parce qu'il y a tellement de vocables. Hein. On a la recherche-développement qui est un petit peu plus classique comme appellation, qui vient un peu de la technologie éducationnelle, les années 80, 90 avec Van der Maren. Puis ingénierie, c'est un petit peu aussi dans cette perspective-là de développer quelque chose en accord avec les besoins et attentes du milieu, puis voir s'il y a une vie à cet objet-là. Donc, personnellement, je serais très intéressée à connaître tes appuis méthodologiques pour autant que tu commences à les développer. Là. Je ne sais pas où t'en es rendu. T'es en deuxième année. Là, mais... Je vais glisser tout ça dans le clavardage. Super, merci. J'avais une petite question. Avant, j'étais déjà convaincu par votre projet, mais avec ce que vous avez présenté aujourd'hui puis les discussions que j'ai eues avec Emmanuel, je vois vraiment la pertinence pour le BPEP puis le plus que ça peut avoir. Donc, je serais content de savoir qu'un projet comme ça est mené à l'UQTR. Vous m'avez interpellé quand vous avez parlé des différentes disciplines. Pour moi, en français, c'est vraiment clair. En tout cas, du moins, j'ai une bonne idée de ce que peut être une ressource culturelle. Vous avez parlé, entre autres, de sciences et technologies. J'aurais aimé juste avoir des exemples de ce que peut être des ressources culturelles dans cette discipline-là, parce que j'ai de la difficulté à me figurer ce que ça peut être. Oui, avec grand plaisir. Ça va me permettre de parler de l'expertise de nos collègues de sciences et technologies, donc Audrey Groslot puis Ousmane Sy. Alors, ils nous disent, eux, une ressource fort intéressante pour eux, c'est justement la pièce J'aime Hydro. Alors,
Pourquoi J'aime Hydro? Peut-être que certains l'ont vu. C'est une œuvre théâtrale qui est du théâtre documentaire, qui a pris la forme d'une pièce de théâtre de 6 heures de temps. Je pense que c'était à l'usine C, qui a été filmée et qui est maintenant disponible sur le site, je pense, c'est Télé-Québec, en 6 épisodes d'environ 1 heure, qui est une enquête sur Hydro-Québec et ses agissements. Et eux s'en servent comme c'est un matériau théâtral où l'enquête qui est menée par la protagoniste de l'histoire, qui est la créatrice de la pièce, tentant de comprendre est-ce que c'est bien ou mal ce que fait Hydro-Québec, ben, elle dit ça, c'est une posture citoyenne qu'on tente de développer chez nos futurs enseignants et de façon à ce qu'ils communiquent à leurs élèves, donc se positionner par rapport à des enjeux, des questions vives qui pourraient interpeller des connaissances en sciences et en technologie. Alors moi, c'est la beauté peut-être d'un projet comme celle-là où en amenant ce genre de préoccupation-là, j'étais loin d'imaginer que J'aime Hydro allait être à lire parce que tu peux le lire, tu peux le regarder à la télévision, c'est disponible sur multiformat, tu sais, c'est une espèce de produit dérivé de la pièce, enfin, c'est le texte original. Alors ça, les collègues nous ont parlé de ça, leur approche de ça. Alors, il y a des connexions inattendues, en fait, qui Si je peux me permettent permettre, Marie-Claude, Oui, Mathieu. ils ont aussi utilisé le musée Boréalis à Trois-Rivières en sciences et technologies pour voir toute la confection justement des pâtes et papiers. Donc ils font des liens avec toutes sortes de ressources et même locales parce que à Trois-Rivières justement l'usine est à Trois-Rivières, donc ils se déplaçaient. Maintenant ils font même des venues de certains guides du musée Boréalis dans le cadre des cours. Donc ça dépend vraiment de comment ils vont exploiter la ressource en fait, qui est intéressant dans le cadre des cours. Puis je pense que pour les formateurs, le challenge, justement, c'est d'avoir une panoplie de ressources exploitables, puis de savoir quand les utiliser et pourquoi les utiliser. Mais je pense qu'à partir du moment où, même si on est dans un cours qui, a priori, ne s'y prête pas tant, il y a toujours moyen d'exploiter une ressource culturelle en fonction de l'intention d'apprentissage qu'on veut amener aux étudiants. Puis c'est un peu le bénéfice de notre département où les gens s'entendent bien. Puis on peut partager les choses. Oui, Johanna. Puis, Christian, ça fait écho aussi au travail qu'une personne qu'on connaît très bien, toi et moi, qui est Nathalie Lasselle. Finalement, Nathalie Lasselle, elle a fait une relation bijective entre les ressources culturelles qui sont relatives à la bande dessinée dans la façon de travailler le dessin, le design, de l'adresser dans le cadre de la didactique du français pour le redéverser dans le système du développement socio-affectif de l'élève. Puis, je pense que c'est aussi ça le point qu'on veut regarder parce qu'on ne s'est pas statué avec Marie-Claude et Mathieu sur c'est quoi l'intelligence de la ressource culturelle. L'idée, c'est à partir du moment où il y a une imbrication entre une nécessité didactique, pédagogique ou quelle qu'elle soit, et la ressource culturelle, il puisse avoir un petit drapeau qui se lève, qu'on puisse le garder en banque, puis que là, on se commet d'un point de vue connaissance, satisfaction et importance au moment de la collecter cette information-là. Donc ça, ce sont tous des éléments que finalement, une fois qu'on va avoir une espèce de big picture en bon français, on va pouvoir dire, mais, oui, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément et la connaissance de l'œuvre dans sa diffusion et il va y avoir peut-être certaines caractéristiques de la ressource culturelle qui nous a peut-être échappé ou qu'on l'on sait intimement mais qu'on n'a pas mesuré et qui va permettre de faire le lien sur casser peut-être les secteurs a priori. A priori, le français est plus porté vers les ressources culturelles mais pas l'ingénierie, pas la didactique des mathématiques. Là, l'idée, c'est de partir en tabula rasa là, et d'aller chercher l'information pour casser les cloisons et les préjugés et peut-être les représentations trop rapides, conceptuelles, sur le culturalisme et en même temps la force de l'enseignement. Donc, c'est un peu la même idée d'ailleurs sur laquelle le Ricor a fait une bande dessinée cachée des enjeux sur la santé mentale en lien avec l'alimentation. Et tout est caché, tout est planqué à l'intérieur. Donc, le passeur culturel, il est passé dans un sens, il a servi de médiateur au travail socio-affectif. Il a été redéversé auprès du programme, cette fois-ci, de développement socio-affectif clairement établi, explicitement donné. Donc, c'est le petit point que je voulais te dire par rapport aussi avec Nathalie, qu'on connaît très bien, qui travaille sur ça, en littératie. Merci beaucoup. Ça répond bien à ma question. Je prendrai une dernière question pour pas qu'on dépasse trop le temps. Donc, Sacha, puis ensuite, on pourra conclure la rencontre. Merci. Je le prends le temps de parole, même c'est vrai, c'est déjà 1h15.
Moi, je suis bien contente d'avoir participé à votre présentation parce que d'habitude, j'écoute une conférence ou un webinaire davantage en tant que chercheur, mais là, c'était vraiment en tant que formatrice des futurs enseignants dans ce cours de première année sur la professionnalisation, avec toujours cette question, comment amener l'aspect de culture pour que ça résonne chez eux, pour qu'ils l'intègrent, pour qu'ensuite ils puissent la rendre opérationnelle. Ouais. Et donc, tout au long de la présentation, je me rends compte que premièrement, dans vos étapes de recherche, ça serait intéressant pour moi d'utiliser ces étapes, mais de manière plus microscopique, avec mon groupe d'étudiants pour les amener justement à se questionner sur ce qui est, puis sur ce qui existe. Mais je sais déjà que dans un premier temps, je ne sais pas si ça va à l'encontre de ce que tu disais, Johanna, mais pour moi, j'ai l'impression que ces étudiants-là, j'ai vraiment d'abord besoin d'amener un peu le concept de culture, de quoi on parle quand on parle de culture, et de là amener vers tout le rôle que la culture peut avoir dans le processus enseignement-apprentissage, et ensuite en arriver aux ressources culturelles qui peuvent être mobilisées dans le cadre d'un cours. Donc ça, c'était déjà comment donner du sens à toute cette idée de culture et donc à la compétence professionnelle 1. Puis dans un deuxième sens, je me disais, mais si je m'interroge moi-même sur cette idée de culture, il y en a quand même 2, 3, on va dire. La première, c'est toute la culture scolaire. Amener les étudiants à la culture de l'école. C'est quoi la culture de l'école? Parce que d'une école à une autre, ça peut changer. Puis d'un pays à un autre, ça change encore plus. Puis ensuite, si je granule, j'en arrive à la culture de la discipline, parce que l'enseignement de l'éducation physique, c'est quand même, c'est pas pour rien que c'est une spécialité, ça a vraiment une couleur à part entière. Puis, donc, la culture de la discipline pour ensuite en arriver à la culture de chacun des moyens d'action qui sont enseignés dans le cadre des enseignements. Donc, il y avait cette première granulation-là dans la culture scolaire, mais qui dit culture scolaire, on doit aussi y ajouter culture de l'élève, la culture de chacun des élèves et comment la considérer dans l'enseignement. Puis, il y a un troisième niveau, peut-être un peu plus large, mais la culture de la société, tout simplement. C'est de voir un peu où on en est où. Donc, j'ai comme un peu toutes ces idées qui se sont mélangées. Je vais encore avoir à réfléchir, mais j'ai 1 an, ça va, avant de revenir à l'enseignement. Mais ça a vraiment stimulé tout ça pour tout simplement savoir, amener l'étudiant, le futur enseignant, à savoir comment utiliser la culture pour asseoir ses enseignements et susciter la curiosité et la motivation de l'élève. Donc, c'était vraiment dans ce sens-là que je me dis, c'est peut-être comme ça que je vais pouvoir l'amener. Mais comme je vous dis, c'est plus un commentaire, puis j'ai encore 1 an pour y réfléchir. Est-ce que je peux intervenir un tout petit peu, Christian? Je sais que c'est la toute fin. Un petit 30 secondes. Oui, pas de problème, puis on fera la conclusion par la suite. Nous, comme équipe, là, on est vraiment très intéressés à partager notre expertise. Si dans d'autres contextes, Marie-Hélène écrivait, moi au secondaire, j'aimerais bien qu'on puisse faire la même chose. Sacha, vous nous parlez de vous, vos préoccupations. Nous, vraiment, là, on est là dans une perspective d'ouverture complète. Je viens de vous partager le PowerPoint de la rencontre d'aujourd'hui. Je peux peut-être dire que des fois, on a des vocables qui se promènent dans le milieu de l'éducation en disant il y a la culture, il y a une approche culturelle de l'enseignement, il y a différents concepts qui se promènent. Nous, on a choisi d'être très pratico-pratique. On se donne une définition, culture première, culture seconde. Culture seconde, c'est le travail de l'école. L'école en lien avec le milieu culturel. Comment faire en sorte de faire bénéficier au plus grand nombre à l'école ce que toute la société peut produire, générer, qui peut venir enrichir les apprentissages. Alors, si jamais dans votre parcours de formateur respectif, un peu Sacha, comme vous en parliez, vous êtes ici plutôt à titre de formatrice que chercheuse ou chercheur, si on peut vous donner un input, quel qu'il soit,
on est vraiment intéressé à le faire. Puis on se dit d'y aller d'une façon pragmatique, ça nous aide des fois à pas, on va dire, s'enfarger dans les fleurs du tapis, parce que des fois, à trop vouloir parler d'approche culturelle de l'enseignement, là, on dit, mais attends, mais quand j'enseigne, c'est pas déjà un travail culturel. L'école a une mission essentiellement culturelle, pour reprendre les termes de Denis Simard. Déjà, parce que tu es à l'école, tu es en train d'essayer d'acquérir une autre culture que celle que ta famille t'a communiquée. Alors, oui, il y aura 200 définitions de la culture, puis il pourrait y avoir différentes façons de prendre ça, mais disons que si on ramène ça à une base très pratico-pratique, comment enrichir l'apprentissage, les activités d'apprentissage, leur donner un sens, faire en sorte que l'enseignant y trouve une stimulation aussi. L'enseignante se ressource aussi, alors qu'on sait qu'il n'y a même pas de temps de formation continue qui lui est reconnu officiellement. On dit, ben, par là, par la culture, c'est peut-être aussi un temps de perfectionnement qu'il s'accorde ou elle s'accorde en lien avec les nouvelles activités à faire vivre à ses élèves. Alors, on ne veut pas prendre trop de votre temps. On est très, très heureuse. Je remercie encore les collègues, tous vous autres d'être là. Et évidemment, les complices, là, Johanna, Mathieu, puis Emmanuel, puis peut-être Marilyn, hein, on va travailler ça. Annie aussi. Sacha, enfin, on est là, si on peut simplement vous donner un input qui pourrait vous être utile. Merci beaucoup pour l'invitation, Christian. Bien, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous ceux qui sont présents en ce moment. On est très heureux que vous ayez répondu à l'appel. Je voulais remercier aussi Catherine Mercure de s'être occupée du côté des étudiants pour l'organisation de cette activité-ci.